Bonjour à toutes et à tous, c'est le 6e épisode sur l'actualité écologique de la semaine. C'est parti. Alors, hier, jeudi 30, c'était notre niche parlementaire à l'Assemblée nationale. Ça, c'est le seul jour dans l'année où notre groupe choisit l'ordre du jour, choisit les textes qui sont discutés dans l'hémicycle. Et donc là, parmi les textes discutés, il y en avait deux qui traitaient d'écologie. Le premier, en plus, nous a permis d'emporter une belle victoire. C'est une résolution qui a été adoptée. Donc il va y avoir création d'une commission d'enquête sur la gestion par l'État des risques de catastrophes naturelles dans les territoires transocéaniques, c'est-à-dire les territoires dits ultramarins. Et ça, donc, c'est extrêmement important parce que les territoires dits d'outre-mer sont beaucoup plus sujets que l'Hexagone aux catastrophes naturelles. Alors d'une manière générale parce que c'est leur nature géologique. Par exemple, les Antilles sont une zone extrêmement sismique. La Réunion, par exemple, possède un des volcans les plus actifs au monde, mais aussi parce que ce sont des zones qui sont particulièrement sensibles, qui sont les premières victimes en quelque sorte du changement climatique en cours et du réchauffement de la température, etc. Donc il y a des cyclones qui sont de plus en plus forts, des périodes de sécheresse très fortes, de pluies diluviennes. Vous savez peut-être qu'il y a une crise de l'eau insupportable et absolument sans précédent sur l'île de Mayotte. Enfin, voilà. Ce sont des territoires qui sont donc particulièrement fragiles. Et donc c'est aussi une question de justice sociale parce que du fait probablement de leur éloignement de l'Hexagone, l'État a tendance à beaucoup trop les oublier. Donc là, c'est vraiment important d'avoir une commission d'enquête qui mette le focus sur les moyens que met ou que ne met pas l'État justement pour faire face à ces catastrophes naturelles dans ces territoires-là. C'est un texte qui a été porté par mon collègue Jean-Philippe Nilor, qui est un élu de la Martinique, et avec lui étaient deux chefs de file, Perceval Gaillard et Jean-Hugues Ratenon, qui sont tous les deux élus de la Réunion. Donc une très belle victoire pour l'écologie, pour la justice sociale et pour tous nos compatriotes qui vivent hors de l'Hexagone. Le texte écologique qui a passé dans l'hémicycle, c'était notre proposition de moratoire de 10 ans sur les méga-bassines. C'est un texte qui a été porté par Clémence Guettet, en tant que rapporteur. Manon Meunier était chef de file et moi j'ai eu l'honneur aussi de prendre la parole pour défendre l'article unique de cette loi qui proposait un moratoire. Alors, les méga-bassines, qu'est-ce que c'est ? En fait, il faut savoir que ce sont des retenues d'eau absolument immenses, ce sont des grands trous en béton plastifiés pour recueillir l'eau. L'idée de base pourrait sembler logique, on va dire. Il s'agit en fait de pomper de l'eau dans les nappes phréatiques en hiver quand elles sont bien remplies, pour avoir des réserves l'été quand on manque d'eau pour pouvoir irriguer. Sauf qu'en fait, ça ne fonctionne pas du tout. Déjà, il faut savoir qu'on parle de surface et de quantité absolument énormes. Par exemple, la méga-bassine, c'est pour ça qu'on parle de méga-bassine. Celle de Sainte-Soline, par exemple, son volume, c'est l'équivalent de 300 piscines olympiques. Donc, c'est absolument colossal. Et en fait, on pompe dans les nappes phréatiques. Or, en ce moment, avec la crise du réchauffement climatique que l'on vit, ça ne fonctionne plus. Les nappes sont de plus en plus basses. L'hiver dernier, on a connu une sécheresse hivernale sans précédent. Le BRGM, qui mesure les niveaux d'eau, nous a dit que les nappes étaient à des niveaux historiquement bas. Donc vous comprenez bien que si on pompe à ce moment-là encore de l'eau, en fait, on préempte les réserves pour la suite. On en a encore moins l'été suivant. Ça empêche en plus les zones humides de se maintenir. Enfin, en réalité, on entretient un cercle vicieux avec ce système-là. Et on nous dit des fois que c'est ce qui est voulu par les paysans. C'est pareil, c'est faux. En réalité, ces mesures-là, ces réserves d'irrigation, elles concernent seulement quelque chose comme 7% des agriculteurs et ce sont généralement des très grands céréaliers. Parce qu'en réalité, il faut bien voir que derrière, ce qu'on perfusionne là en quelque sorte, ce qu'on met sous perf, c'est le système agro-industriel. Donc, parce que derrière ces méga-bassines, en fait, il y a des cultures extrêmement irriguées, donc des céréales, et notamment par exemple le maïs. Ce sont des cultures qui sont souvent pleines d'intrants chimiques, avec toutes les conséquences en termes de pollution, de santé publique qu'on connaît. Ce sont des cultures qui sont beaucoup exportées, en fait, et en plus pour nourrir des animaux d'élevage qui sont bien souvent dans des élevages concentrationnaires, des fermes-usines, etc. Donc c'est vraiment le modèle d'agriculture qui n'est plus soutenable aujourd'hui, duquel il faut absolument qu'on sorte, notamment du fait de la crise climatique qu'on connaît. Là, c'était donc très important pour nous de défendre en fait cette question de l'accès à l'eau, de la gestion de l'eau qui est un bien commun.
Ce qu'on a vu dans l'hémicycle, bien sûr, c'est un arc complet des macronistes jusqu'au RN pour refuser évidemment notre moratoire. Donc le texte a été rejeté et ils nous ont accusés d'être caricaturaux, mais en réalité, à mon sens, c'est eux qui l'étaient, parce qu'ils étaient vraiment dans une posture de... Alors, les agriculteurs contre les écologistes, en fait, pour le dire vite. Sauf qu'en fait, c'est pas du tout ça. Comme je vous l'ai expliqué, c'est un modèle, en fait, qui n'est pas bon non plus, en réalité, pour les agriculteurs. Et d'ailleurs, que ce soit Clémence ou Manon, elles l'ont très bien expliqué dans leur prise de parole. En fait, l'immense majorité des agriculteurs, des paysans, surtout ceux qui ont une exploitation qui veulent la plus respectueuse possible du vivant, etc., bien en fait, ils n'ont tout simplement pas le droit d'être accordés à ces mégabassines. Donc on voit vraiment qu'on marche sur la tête, et en réalité, c'était deux visions de l'agriculture qui s'affrontaient dans l'hémicycle hier. D'ailleurs, symptomatique, M. Marc Fesneau n'était pas là au banc des ministres. Vous savez pourquoi? Parce qu'il avait rendez-vous avec la FNSEA. Ça ne s'invente pas, c'était à son agenda public. Bref. En tout cas, c'était, je pense, une bataille importante à mener. Il y avait d'ailleurs le collectif Bassine Non Merci qui nous écoutait en tribune. Et c'est une lutte qu'on continuera évidemment de porter parce que en fait, c'est une lutte d'avenir, la question de l'eau, la question de quel système agricole on veut pour une souveraineté alimentaire, pour une agriculture respectueuse de l'environnement, pour des agriculteurs qui vivent de leur métier. Enfin, c'est tout ça qu'on défend à travers cette proposition de loi et en fait en contre vraiment du modèle qui nous est proposé par le gouvernement, qui est un modèle passéiste et qui nous envoie dans le mur climatique. Bon, évidemment, en ce moment, le grand événement, c'est la tenue de la COP28, donc qui a démarré hier et qui se tiendra donc jusqu'au 12 décembre, où ça, à Dubaï. Donc déjà, là, ça commence comme une très très mauvaise blague, parce que clairement, Dubaï, c'est quand même ce que produit de pire le capitalisme aujourd'hui. Vous savez, c'est cette ville qui s'est rendue célèbre par ses pistes de ski en plein désert. Bon, c'est un paradis fiscal. C'est aussi un pays, les Émirats Arabes Unis, qui est le 5e plus gros émetteur de gaz à effet de serre, enfin de CO2 par personne. Je me le suis noté, c'est 20,3 tonnes de CO2 par habitant et par an. Alors c'est un chiffre qui ne parle pas comme ça, mais il faut savoir que c'est 5 fois plus que la France. Donc ça en dit quand même long, puisque la France n'est pas particulièrement bon élève sur ce plan-là. C'est le sultan Al-Jaber, le ministre de l'Industrie, qui préside cette COP28, mais il faut savoir qu'il est aussi PDG d'une compagnie pétrolière. Voilà, tout est dit, mais rassurez-vous, pour le gouvernement, apparemment c'est pas un problème. Notre secrétaire d'État à la biodiversité, Mme Sarah El Haïry, a dit qu'elle trouvait ça challengeant que cette COP28 se tienne dans une des plus grandes pétro-monarchies du monde. Tout va bien, on est un petit peu chez Orwell quand même. Et d'ailleurs, donc Emmanuel Macron y est en ce moment là pour 2 jours, et il est parti avec une délégation. Qui est-ce qu'il a emmené dans ses valises? Eh bien, des PDG de grands groupes parmi les plus grands pollueurs, qui soient par exemple le PDG de Danone, qui est extrêmement polluant en termes de plastique par exemple, mais aussi c'est la banque JP Morgan, qui est, je crois, la championne mondiale du financement des énergies fossiles. Bon, encore une fois, voilà, tout va bien. Là-dessus, il nous explique qu'il va aller promouvoir les accords de Paris. On peut quand même en douter. Bon, il y a quand même une bonne surprise sur cette COP28, c'est que vient d'être actée la mise en place d'un fonds pour les pertes et dommages que subissent les pays en développement qui ont justement à faire face au changement climatique. Et ça fait plus de 30 ans que ces pays, des associations le réclament, donc c'est effectivement une bonne chose. Maintenant, il va falloir être vigilant, s'assurer que c'est pas une coquille vide et qu'il y a effectivement que les États investissent et donnent réellement pour ce fonds afin qu'il puisse être effectif. Bon, donc malheureusement, on peut craindre qu'on n'ait pas grand-chose à attendre de cette COP28, alors que, comme vous le savez, on vit un moment particulièrement inquiétant en termes de changement climatique, où les scientifiques nous alerter sur le fait que tout accélère. En tout cas, en revanche, il y a une excellente COP28 alternative qui se tient à Bordeaux en ce moment et jusqu'au 3 décembre. Donc si vous n'êtes pas loin, je vous invite chaleureusement à y aller. Ce sont les scientifiques en rébellion qui organisent ça, et eux, ils vont réellement parler des sujets d'importance et des solutions qu'on peut penser autour de la question de l'eau, autour de la question du système agricole par exemple. Donc allez-y. Alors, autre grand événement pour l'écologie cette semaine, la présentation par la Première ministre de notre stratégie nationale
pour la biodiversité. Ça fait 2 ans qu'on l'attendait et Elisabeth Borne n'a pas hésité à défendre la radicalité des résultats sans la brutalité des mesures, tout un programme. Et donc effectivement, on n'est pas déçus. Il n'y a strictement aucune nouvelle mesure, alors que l'échec des stratégies précédentes aurait pu justement conduire à une réflexion et à des mesures beaucoup plus fortes pour la suite. Mais non, en fait, là, il n'y a toujours rien sur l'interdiction des pesticides, y compris les plus dangereux, comme le glyphosate, par exemple. Il n'y a toujours rien sur la végétalisation de l'alimentation. Il y a même un recul sur l'application du zéro artificialisation nette. Et en gros, tous les fonds qui sont annoncés, ils sont pour la plupart adossés à la réalisation du plan eau du gouvernement, dont je vous ai déjà parlé et dont on connaît les énormes limites, puisque par exemple, dans ce plan eau, il n'y a aucune remise en cause du niveau d'irrigation aujourd'hui dans le pays. Il dit tout simplement qu'on ne bouge pas, on continue comme ça, on ne touche à rien, alors que vous le savez, on connaît de plus en plus de sécheresse et on sait que ça va aller en s'accentuant. Le principe des méga-bassines dont on vient de parler, il est validé par ce plan eau, c'est bien, c'est une bonne stratégie, on va continuer. Et surtout, il n'y a strictement rien sur la qualité de l'eau. C'est quand même fou de faire un plan d'eau sur l'eau sans mesure de protection de la qualité de l'eau. Or, on sait, on parlait tout à l'heure des pesticides, on sait qu'il y a une pollution massive de l'eau partout. Et en l'occurrence, il y a régulièrement de nouveaux scandales sur la pollution, par exemple au PFAS, dont je vous ai déjà parlé, qui sont ces polluants dits éternels parce que extrêmement persistants dans le temps, c'est pour des fois des centaines de milliers d'années, et qui s'accumulent dans l'organisme et qui se déplacent en plus à toute vitesse dans l'eau, etc. Enfin bref, c'est une source de pollution massive et très dangereuse qui provoque des maladies, c'est éprouvé, des risques cancérigènes, risques quant à la fertilité, quant à la réponse immunitaire, enfin bref, c'est sérieux, mais là il n'y a rien dans ce plan haut là-dessus. Bref, on n'attendait pas grand-chose de cette stratégie, on arrive quand même à être déçus, et puis en parallèle, quand même pour le clin d'œil, annonce du gouvernement, probablement pour aider à la protection de la biodiversité, les chasseurs, à partir de janvier prochain, pourront acheter leurs munitions dans les bureaux de tabac. Voilà, encore une fois, on est un petit peu chez Orwell. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Comme d'habitude, si ça vous a intéressé, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à faire passer le message à vos amis. Et je vous dis à la semaine prochaine.